Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire pour les régionales organisé par le Forum français de la jeunesse. Donc, je suis Anaïs Anselme, déléguée générale. Pour vous dire un petit mot sur ce qu'est le FFJ et qu'est-ce que c'est que ce webinaire qu'on organise. Donc, le FFJ, nous, l'idée, c'est qu'on rassemble les principales organisations animées et gérées par des jeunes en France pour leur permettre d'avoir un espace d'échange pour se rencontrer et voir quelles propositions elles pourraient porter en commun pour un petit peu avoir la parole des jeunes qui soit portée dans la construction des politiques publiques. Le FFJ existe depuis 2012 et là, pour les élections, à chaque fois, on se mobilise, on produit des propositions. Et justement, pour les régionales, en plus des propositions, on a décidé d'organiser 6 débats. Donc, voici le 4e débat pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est co-organisé avec un de nos membres, l'Union nationale lycéenne. Pour le débat, vous serez avec Hugo Crespin-Boucaud et Élie Perrin-Sager, à qui je vais d'ailleurs laisser la parole dès maintenant pour vous introduire la suite du débat et les invités. Bonjour à tous et toutes, Hugo Crespin-Boucaud, donc je suis en charge des questions territoriales et donc des élections régionales au sein du Forum français de la jeunesse. Et je suis originaire d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est une région qui me reste très chère à mon cœur et que je souhaitais pouvoir animer et construire un temps d'échange avec toutes les personnes présentes et l'ensemble des tendances de la région. Bonjour à toutes et tous, donc je m'appelle Élie Perrin-Sager, je suis lycéen du coup à Grenoble en terminale et je suis aussi vice-président de l'Union nationale lycéenne, un syndicat lycéen. L'Union nationale lycéenne est par ailleurs à l'intérieur du Forum français de la jeunesse. Donc pour commencer ce webinaire, on va demander aux candidats et aux candidates de se présenter. Donc je vais commencer dans l'ordre. Thomas Bonnefoy, est-ce que tu peux te présenter? Quelle est ta liste? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup déjà pour cette invitation. On est très heureux de pouvoir participer à ce débat organisé par le Forum français de la jeunesse. Donc moi, Thomas Bonnefoy, je représente la liste de l'Alternative qui est portée par Najat Vallaud-Belkacem, qui est la liste portée par différentes organisations de gauche. Donc on va retrouver notamment le Parti socialiste, le Parti radical de gauche et Cap Écologie. Moi, plus personnellement, pour me présenter, je travaille dans un cabinet de conseil en organisation. Je conseille les collectivités locales et je suis également membre d'une association qui s'appelle la Jeune Chambre économique, que je représente au sein du Conseil économique et social environnemental régional, qui est la 2e assemblée de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je suis candidat sur la métropole de Lyon, aux côtés de Najat Vallaud-Belkacem. D'accord. Ambroise, est-ce que tu peux nous dire ton parcours et quelle est ta liste? Oui, bonjour à tous. Merci d'abord pour cette invitation. Je suis aussi ravi de participer, de pouvoir avoir cet échange, en regrettant que d'ailleurs toutes les listes ne soient pas représentées, parce que ça nous aurait permis d'avoir sûrement un échange plus intéressant encore. Au-delà de ça, donc, je m'appelle Ambroise Méjean, j'ai 25 ans, je suis candidat sur la liste Oralp, qui est la liste de Bruno Bonnell, qui est la liste aussi de la majorité présidentielle, avec évidemment La République En Marche, le MoDem, Territoire de Progrès, Agir, tout un tas de mouvements qui vont du centre droit au centre-gauche. Dans ma vie, je suis également président des Jeunes avec Macron, donc l'organisation de jeunesse de la majorité présidentielle, et je travaille au quotidien dans le domaine de la communication. Et dans cette élection, j'ai aussi la chance d'être tête de liste pour le département de l'Ardèche, où j'ai grandi et où je suis actuellement, et qui est un département qui est cher à mon cœur. Donc, en effet, les Républicains ne sont pas là parce qu'ils ont eu ils avaient un impératif d'une réunion de campagne et donc ils n'ont pas su se rendre disponibles pour cet échange. Donc, est-ce que, Grégoire Verrière, si tu peux te présenter rapidement? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je suis Grégoire Verrière, la tête de liste de la liste conduite par Fabienne Grébert, l'écologie c'est possible. Donc je suis tête de liste du département du Puy-de-Dôme. Je vous remercie pour l'organisation de ce débat parce qu'au final, dans cette élection régionale qui est quand même une élection, un rendez-vous démocratique important, on s'aperçoit qu'il y a peu de débats. Et par ailleurs, je regrette aussi le fait que aucun représentant de Laurent Wauquiez ne soit présent. Je ne pense pas que la raison de leur absence soit qu'ils n'aient pas pu se rendre disponibles. Je pense qu'ils n'ont pas voulu se rendre disponibles, comme pour la majorité des débats qui sont organisés depuis le début de cette campagne. Pour finir de me présenter, moi
j'ai pendant 2 ans, présidé l'organisation de jeunesse de Génération, puisque je suis membre de Génération. Donc, j'ai été coordinateur national des jeunes générations. Je suis conseiller municipal d'une petite commune rurale dans le Puy-de-Dôme qui s'appelle Courgoul. Et par ailleurs, là, je m'apprête à m'installer comme apiculteur professionnel. C'est là une activité que je fais à titre d'amateur et je compte bien passer le pas. Voilà, donc les projets à venir. Merci. Et finalement, Émilie Marche, si tu peux te présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et ce débat sur la jeunesse, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais en fait, la jeunesse est dans le quotidien des politiques régionales. Nous en parlerons au long du débat. Donc, pour me présenter, Émilie Marche, moi, je suis conseillère régionale sortante de l'Isère. Je suis grenobloise. Avant d'être conseillère régionale, j'étais intérimaire dans le secteur bancaire. Donc, les galères, j'en ai connu tout au long de ma jeunesse et même maintenant. Je suis tête de liste de l'Isère pour la liste Ensemble pour notre région, conduite par Cécile Cukierman, un rassemblement de gauche écologique reliant plusieurs partis, le Parti communiste français, la France insoumise, Génération Climat et Ensemble. D'accord. Alors, pour commencer, on a un premier temps autour de nos enjeux de campagne, enfin de vos enjeux de campagne en Auvergne-Rhône-Alpes, et notamment quels sont les 3 principaux éléments et points d'enjeu que vous avez identifiés durant votre campagne et pour la préparation de ce débat-là, en commençant par Thomas Bonnefoy. Oui, merci bien. En 3 minutes, c'est ça? 3 minutes, c'est ça. Donc 1 minute par enjeu presque. C'est vrai que dès le lancement de la campagne par Najat Vallaud-Belkacem et par l'ensemble des candidats sur la liste, il y a 2 enjeux principaux qu'on avait identifiés, qui étaient la jeunesse, dès ce moment-là, et la question de l'économie. Et puis j'en rajouterai un 3e, parce qu'il est difficile actuellement de ne pas en parler dans nos politiques publiques, qui est l'environnement et l'écologie. Sur ces 2 premières thématiques, pourquoi est-ce qu'ils avaient été identifiés comme enjeux sur la jeunesse et l'économie? Simplement que dans le contexte actuel que nous vivons, dans la crise sanitaire que nous vivons aussi actuellement, ce sera des dimensions qui vont être particulièrement impactées. Tant l'économie, avec certainement après cette crise sanitaire, une crise économique qui pourrait être assez importante, et puis une jeunesse aussi, à laquelle il faut être particulièrement vigilant, parce qu'il ne faut pas que ces jeunes soient les jeunes sacrifiés de cette crise sanitaire et qui pourrait devenir une crise économique. Et donc, c'est ces différentes orientations et ces différents enjeux qu'on a identifiés. Et sur la jeunesse, plusieurs priorités. À la fois intervenir sur l'accompagnement dans l'orientation des jeunes, notamment avec la mise en place de maisons de l'orientation qui pourraient avoir vocation d'accompagner les jeunes et leurs parents tout au long de leur parcours professionnel et étudiant pour permettre de lutter contre des barrières que certains pourraient avoir de connaissance des sujets d'orientation et d'accessibilité à certains réseaux. Donc ça, c'est l'une des priorités sur la jeunesse. On va retrouver également l'accessibilité à l'éducation avec la nécessité de lutter contre certains coûts et dès le lycée, notamment les coûts de transport, avec la gratuité des transports scolaires que nous pouvons proposer. Des questions aussi sur l'alimentation, avec la possibilité d'avoir une alimentation et une cantine scolaire à tarif progressif, et puis aussi sur les équipements, notamment sur les livres scolaires ou sur des ordinateurs, avec, on l'a vu dans le cadre de la crise sanitaire, une rupture numérique aussi qui pouvait se créer. Il y a aussi un enjeu important d'insertion des jeunes. C'est pour ça, et j'aurai l'occasion de l'aborder dans l'une des prochaines questions qui sera évoquée, qu'on propose une caution premier emploi, donc un accompagnement à l'insertion des jeunes justement dans l'emploi. Et puis, brièvement, sur cette question de la jeunesse, la question des infrastructures, avec la nécessité de construire de nouveaux lycées. On va accueillir d'ici 2030 presque 260 000 nouveaux lycéens. Donc, il faut avoir des infrastructures pour pouvoir les accueillir. Et puis, la question de la rénovation aussi des bâtiments existants pour que l'éducation puisse se faire dans de bonnes qualités. Donc, voilà la première priorité, la jeunesse. La seconde, sur l'économie, c'est justement pouvoir accompagner la redynamisation de l'économie suite à cette crise que nous vivons et pouvoir soutenir ce développement. On le sait, les prêts garantis par l'État vont arriver à leur terme. À un moment donné, il faudra aussi pouvoir les remplacer. Et c'est pour ça qu'on propose 2 choses. À la fois la mise en place d'un fonds d'impact d'avenir, d'un montant de 1 milliard d'euros qui serait abondé pour 200 millions d'euros par la région, et ensuite avec différents partenaires que pourraient être des banques et également des citoyens, qui auraient pour vocation d'investir directement dans les fonds propres des entreprises pour accompagner leur développement.
Et puis également, parce que c'est important aussi de l'évoquer, sur la jeunesse, des prêts à taux zéro qui pourraient être octroyés à des jeunes entrepreneurs. C'est vrai que 40% des jeunes aujourd'hui souhaitent créer leurs propres entreprises, 38% des entreprises sont créées par des jeunes. Et donc, il est important de pouvoir les accompagner là-dedans. Donc, ce seraient des crédits à taux zéro, des prêts à taux zéro, jusqu'à 50 000 € qui pourraient être octroyés avec des enveloppes de 5 millions d'euros par an. Et puis, dernier sujet, la question de l'environnement et de l'écologie, avec plusieurs dimensions, la mobilité, la nécessité de mettre en place un plan de développement ferroviaire ambitieux, un plan de développement vélo également, et puis le besoin de se focaliser, d'encourager la transition agricole, la décarbonation de nos productions agricoles qui sont essentielles. Voilà. J'espère avoir tenu le délai. C'est parfait. Grégoire Verrière, peut-être, pour continuer? Oui, merci beaucoup. Ouais. Déjà, quand on parle des 3 enjeux cruciaux pour la région, on va parler de ce qui concerne la région, contrairement à d'autres listes qui absentent ce soir, mais qui souvent ne parlent pas de ce qui concerne et qui ne parlent pas des compétences de la région. Et évidemment, quand on porte un projet écologiste et solidaire, ces enjeux qui sont transversaux, on les retrouve dans 3 grandes compétences de la région, que sont la mobilité. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 31,7% des émissions de gaz à effet de serre qui viennent du transport. Donc évidemment, là, derrière la question de la mobilité, il y a une question de décarboner nos modes de déplacement, mais également se pose la question de l'égalité des territoires. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a quand même un certain nombre de territoires ruraux qui sont parfois enclavés, et il est compliqué, voire même impossible, de se passer de sa voiture pour non seulement les trajets du quotidien, mais également pour des trajets interdépartements, voire interrégionaux. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est mettre 1,5 milliard d'euros sur la table pour le ferroviaire. Et donc avec ces 1,5 milliard d'euros, c'est la réouverture de petites lignes, c'est l'amélioration de certaines, c'est aussi conduire des études pour voir la faisabilité d'ouverture dans les mandats prochains pour certaines lignes, mais également améliorer le cadencement et la fréquence de certains trains, puisque même si quelquefois certaines lignes continuent d'exister, les horaires sont tellement contraignants que peu de personnes les empruntent. C'est aussi dans notre plan pour les mobilités 600 millions d'euros pour le vélo autour des gares, pour faciliter aussi ce qu'on appelle l'intermodalité, c'est-à-dire passer d'un mode de transport facilement à un autre, mais aussi pour construire, bâtir des routes à vélo à travers toute la région. Autre enjeu crucial, c'est évidemment la question de la formation professionnelle, qui a été une thématique totalement abandonnée par Laurent Wauquiez durant ce mandat. Et derrière la question de la formation, il y a donner la possibilité à chacun de se former toute sa vie, c'est primordial, et de préparer les uns et les autres aux futurs métiers de la transition écologique, notamment, puisque voilà, la transition écologique et sociale, la transition écologique et sociale, pardon, on veut en faire une opportunité pour créer des emplois d'avenir. Donc, ça nécessite d'adapter son bouquet de formation. Et puis, on le voit depuis, alors c'est un phénomène qui existait avant la crise de Covid, mais il y a une aspiration à travailler avec sens, et en tout cas de préparer ces métiers qui vont dans le sens de la transition écologique et sociale. Donc, impératif de mettre des moyens sur cette formation pro, et enfin sur l'aménagement du territoire, la préservation de la biodiversité. Je pense par exemple à la question des stations de ski qu'il faut transformer en stations de montagne. C'est un gros sujet pour notre région parce que la transition écologique nous impose de préparer la transformation de notre économie et de nos territoires, et donc faire en sorte de sortir de modèles qui sont complètement obsolètes, comme le modèle du tout-ski en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Émilie Marche? Oui, alors dans les 3 blocs, moi le premier bloc, c'est le service public. Alors que la région, elle en gère plusieurs, et déjà de remettre de l'humain dans le service public. Alors ça paraît comme ça, on dit oui, mais non, par exemple, de réhumaniser les gares, on le voit, les guichets ferment, les gares sont plus là et on en a besoin.
Parce que juste, par exemple, pour prendre un abonnement sur sa carte Oura, on ne peut pas le faire encore par Internet ni sur un distributeur. Donc, moi, je vois entre Grenoble et Valence, ils sont en train de fermer le dernier distributeur de billets à Saint-Marcelin. Et donc, du coup, pour quelqu'un qui habite à Tullin, Saint-Marcelin ou à Voiron, ils doivent aller à Grenoble ou à Valence. Et souvent, les gens aussi, il faut oublier que tout le monde n'a pas une voiture. Donc, évidemment, réaugmenter les cadencements et aussi dans le service public, que l'usager et l'usagère soient acteurs. Donc, nous proposons la réouverture des comités d'usagers de ligne où l'usager, cheminot et les élus pourront décider de l'avenir de la ligne et des travaux, parce que qui mieux qu'un usager ou un usagère pour aussi déterminer l'horaire d'un train, parce que l'horaire d'un train change la vie d'une personne. Dans les services publics, je rajoute aussi tout le volet formation. Donc, formation évidemment dans les lycées. Nous avons besoin de rénover des lycées, nous avons besoin d'en construire. Nous avons besoin aussi, on en parlera après aussi sur la carte jeune, sur le pass région aussi, que les jeunes s'intéressent à savoir ce qu'il y a, parce qu'il y a des choses dedans qui sont bien, mais que en fait, quand on demande aux lycéens, ils ne sont pas au courant des droits qu'ils ont. Donc, il y a cette question-là. Il y a aussi la question dans la formation de l'enseignement supérieur recherche, où, contrairement à ce qui a été dit pendant 6 ans, parce que moi, je siégeais dans cette commission, et que non, l'objectif de l'enseignement et la recherche, n'est pas d'aller à la conquête de nouveaux marchés et que la recherche soit que liée au monde de l'entreprise. On voit ce que ça fait, on n'arrive pas à trouver de vaccin. Ensuite, et aussi sur la condition de vie des étudiantes, qui a été la grande oubliée de la région, notamment que ce soit sur les questions de logement, que ce soit sur les questions de créer l'épicerie sociale et solidaire, et que ce soit aussi sur l'ensemble des endroits où il y a des lieux d'études, parce qu'on n'étudie pas que dans des campus universitaires, il y a aussi des IUT, des BTS, des IFTS, donc voilà, de voir l'ensemble. Et évidemment, dans le troisième volet formation, qui est la formation tout au long de la vie, où voilà, il y a besoin aussi de sortir de la logique que nous impose la droite et aussi le gouvernement, dans cette logique qu'on appelle adéquationniste, c'est-à-dire former que dans les métiers qui sont sous tension. Non, la formation professionnelle, je le rappelle, c'est un droit acquis par les travailleurs en 1936, en même temps que les congés payés, et c'est un moment d'émancipation où on peut se qualifier sur son métier, pouvoir changer ou reprendre ses études, parce que tout le monde n'a pas eu la chance de pouvoir suivre des études, et qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont dû arrêter pour devoir travailler. Et le deuxième volet, c'est évidemment l'économie. Donc là, nous, le grand thème forme, c'est de la conditionnalité des aides aux entreprises, parce que oui, on en a marre de donner des chèques en blanc et que derrière, on ne sait pas où ça va, et qu'en plus, les entreprises licencient, suppriment des emplois ou font des départs volontaires. Pour moi, c'est exactement la même chose. Que souvent, on se rend compte qu'entre l'argent public donné et le versement des dividendes aux actionnaires, c'est la même. Donc non, en fait, l'argent public, c'est notre argent. Il n'est pas fait pour donner aux actionnaire. Et aussi de partir du besoin. C'est-à-dire qu'on a besoin de rénover des logements, donc on appuie une politique forte sur les leviers, et aller en chercher pourquoi aussi des fois les logements ne sont pas rénovés. Et le troisième, donc aussi développer tout ce qui est économie sociale et solidaire, et aider les salariés quand ils veulent reprendre une entreprise. Et le troisième volet, évidemment, c'est l'écologie, et comment on entame la bifurcation écologique, qui est un impératif dans notre région. Nous sommes la première région montagneuse d'Europe, entre les Alpes et les volcans. Nous sommes la région du coup, et quand une région montagneuse où le réchauffement climatique est accéléré par 2. Moi, je le vois quand j'étais petite, quand je lisais du Victor Hugo l'été, je voyais la neige. Maintenant, quand je lis du Pablo Servigne, au mois de mai, j'ai déjà plus de neige pratiquement sur les montagnes, sauf cette année. Donc, comment on entame, comment sur l'aménagement du territoire, je le ménage par rapport à la terme de bassin de vie, pour que les gens puissent vivre et qu'on puisse avoir tout le monde. Et aussi la question sur l'écologie, c'est sur la question des transports. Et je reviendrai sur le premier thème déjà, pour que ça reste un service public, nous nous y battrons. Et aussi sur l'écologie par rapport à l'agriculture, ou comment on passe, on sort de l'agriculture ou du tout financement via la FNSEA ou des gros lobbies, pour aider à l'agriculture paysanne. J'en reste là pour le moment, et puis j'attends la prochaine question. Et pour clôturer ce tour de parole, Ambroise Méjean. Oui, merci. Alors du coup, les 3 priorités que nous avons relevées
pour la campagne de la majorité présidentielle avec Bruno Bonnell, c'est d'abord l'investissement, à la fois dans les savoirs et la formation pour notre jeunesse. Le deuxième thème, c'est évidemment la question de l'écologie et le troisième, c'est la question de la relance. Alors investir dans les savoirs et la jeunesse, on le décline de trois manières. D'abord investir dans les savoirs, donc dans les lycées, dans la culture, avec un doublement du budget de la culture, avec l'ouverture des lycées le week-end pour qu'ils puissent devenir aussi des lieux d'activité culturelle où chacun a la possibilité de s'y rendre, avec l'investissement dans des festivals cet été et un retour d'un investissement massif dans le budget culturel qui a été plus qu'oublié dans le mandat précédent. Ça, c'est le savoir. Pour le savoir-être, c'est la question du civisme. Comment est-ce qu'on est capable de permettre aux jeunes de notre région de se rencontrer, d'échanger d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient et quelles que soient leurs origines. Et c'est pour ça qu'on veut généraliser le service national universel partout dans la région dès l'année 2023 pour que cette région soit moteur sur ce sujet qui est une politique gouvernementale. Enfin, le savoir-faire. Savoir-faire, c'est la formation professionnelle. Vous en avez déjà parlé. On aura sûrement l'occasion de revenir dessus. La volonté pour nous de réinvestir massivement ce sujet, de mettre en avant aussi la question de l'apprentissage pour compléter les dispositifs qui ont été mis en place par l'État avec l'extension de l'aide régionale à l'apprentissage d'1 an, avec la volonté aussi de mettre en place tout un tas de dispositifs qui encouragent le nombre d'apprentis et qui encouragent le développement de la formation professionnelle dans la région. Donc savoir, savoir-être et savoir-faire. Sur l'écologie, un objectif très simple, rendre la région Auvergne-Rhône-Alpes neutre en carbone en 2040. C'est 10 ans avant la France. Et donc, c'est l'objectif qu'on se donne d'être mieux disant par rapport à l'objectif gouvernemental sur cette question. Comment on le fait? Avec un plan un programme qu'on appelle Résilience de 2 milliards d'euros d'investissement sur ce sujet concrètement, avec à la fois la question évidemment des mobilités ferroviaires, vous en avez parlé. Bruno Bonnell a une phrase qui me plaît bien, il dit: «Il n'y a pas de petites lignes, il n'y a que des grands projets», parce que c'est effectivement pour ceux qui sont dans des territoires enclavés, et je peux vous en dire un mot en Ardèche, puisqu'on est le seul département de France sans train et sans autoroute. Donc on a quand même un concept là très intéressant. Moi, je porte à titre de ma campagne départementale pour ces régionales le retour du train en rive droite de l'Ardèche, qui est d'ailleurs, je crois, un constat qui est partagé par toutes les listes qui sont présentes à ma connaissance, puisque j'ai eu l'occasion de débattre avec vos représentants hier aussi en Ardèche, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus, ça me paraît absolument essentiel. Au-delà de ça, on a aussi la volonté sur les mobilités de finir le développement de la Via Rona et des voies vélos qui sont en cours de développement sur toute la région, avec l'objectif de le faire à mi-mandat et évidemment d'investir et d'innover sur le domaine de la transition écologique. C'est l'investissement dans une filière hydrogène du début jusqu'à la fin, pas seulement dans un train à hydrogène. C'est aussi la volonté de déployer la 5G pour que nos entreprises y aient accès partout et qu'on puisse s'appuyer sur les nouvelles technologies sur la question environnementale. Enfin, la relance économique avec plusieurs volets. 30 jours pour relancer notre économie avec un chèque relance à destination de tous les foyers de 50 € à consommer dans notre région auprès des commerçants, auprès des artisans, auprès de nos lieux de culture, avec la gratuité des transports pour les 18-25 ans à l'été, en juillet et en août, pour qu'ils puissent utiliser autant qu'ils le souhaitent le train et les bus dans les départements où il n'y a pas de train. Et puis évidemment des aides à l'embauche massive, à la fois pour nos entreprises de manière générale, avec ce qu'on appelle le plan Une entreprise, un emploi, où la région prend en charge les cotisations patronales pour toute embauche d'un jeune de moins de 25 ans dans un CDD d'1 an ou un CDI, et pour toute personne de plus de 50 ans, donc proche de la retraite. L'idée étant ici pareil, de développer les projets gouvernementaux. De manière générale, sur la relance, notre liste a une priorité: amplifier l'action du gouvernement, parce que je rappelle que c'est absolument essentiel ce que fait le gouvernement sur la question du plan de relance, puisque c'est 14 milliards d'euros, pas moins de 14 milliards d'euros, qui sont investis simplement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour l'année qui suit. Donc investir dans les savoirs et la jeunesse, une écologie avec un objectif très clair de la neutralité carbone en 2040 et la relance économique, voilà les 3 priorités de la liste de Bruno Bonnell. D'accord, et ben, merci beaucoup à tout le monde. Maintenant, on va s'attaquer à un bilan de la mandature précédente. Donc, normalement, on fait bilan de la liste majoritaire avec les listes d'opposition. Donc, ce soir, ça va pas se faire, mais bon, bah, c'est pas grave. Du coup, la question est que retenez-vous de cette mandature principalement, si vous deviez dire, on va dire, une chose phare?
Émilie, peut-être tu peux commencer. Alors, vous me demandez en 6 ans d'opposition de trouver une chose phare. Là, j'en ai tellement vécu. Je vais prendre un exemple qui veut beaucoup tout dire et qui parlera à la jeunesse. C'est parce qu'en 6 ans, on ne peut pas retenir qu'une chose. C'est les 50 000 € de l'Uni. Je pense que c'est, voilà, hein, ça c'était début du mandat, juste après la campagne. Alors moi, pour vous dire, je siégeais en commission enseignement supérieur recherche. Quand j'ai vu l'Uni, j'ai cherché sur Internet s'il n'y avait pas une autre association l'Uni, tellement je trouvais ça énorme et grotesque. Et non, c'était bien eux. Donc, débat en commission et qui nous disent, en fait, juste… donc, on leur demandait pourquoi. Ils disaient que c'était pour des conférences petit déjeuner. Donc, moi, je leur avais dit de se fournir chez Jean-François Copé, vu qu'il trouvait des pains au chocolat à 30 centimes, ça reviendrait moins cher. Bon, ils n'ont pas trouvé ça drôle, parce que aussi, quand on est à droite, on n'a pas la même humour que quand on est à gauche. Hein. C'est le résultat de 6 ans d'opposition à la région quand on lance de faire des blagues. Et donc, en fait, derrière ça… on n'a jamais eu de retour. On a pu poser, on n'a jamais eu de retour. Et à un moment donné, voilà. Donc, c'est ça le bilan en fait de la mandature Wauquiez. C'est qu'il n'a pas été le président pour l'ensemble des habitantes et des habitantes de la région. Il a été pour ses copains, pour ses amis et dans une logique de droite moi, j'aime bien dire qu'il a été tellement doux avec les puissants et tellement dur avec les faibles. C'est-à-dire que la conditionnalité des aides aux grandes entreprises comme Michelin, ce n'est pas possible. Par contre… conditionner les droits et devoirs des demandeurs du RSA, ça, c'est possible. Voilà, c'est ça. Et puis, évidemment, on ne va pas revenir sur les aides aux collectivités ou tout ça, ou comment certaines ont beaucoup et d'autres n'ont pas. Donc, en fait, voilà le bilan de la mandature de Wauquiez, c'est aider les petits amis, clientélisme, inégalité et aussi, dernier truc, saccage de tout ce qui a été fait au niveau ingénierie et travailler avec les gens et travailler ensemble en termes de bassin de vie, que ce soit travailler avec les élus locaux, que ce soit travailler avec les citoyens et que détruire ça, ça se fait en 5 minutes et le reconstruire, ça prend plusieurs années. Et donc, on aura vraiment beaucoup de chantiers à faire voilà, quand il partira de la région, malheureusement, parce que c'est plus facile de détruire que de reconstruire. Merci beaucoup. Ambroise, tu peux continuer. Donc, toujours une chose phare. Alors, même si je n'ai pas l'expérience d'Émilie sur la gestion régionale, qui a la chance d'avoir vécu ça, enfin, je ne sais pas si c'est une chance d'avoir vécu ça pendant les 6 dernières années, au moins il y a des choses à raconter. Moi, je vais vous parler de quelque chose, en tout cas, que j'ai vu de l'extérieur, mais aussi que j'ai vu depuis les fonctions que j'occupe à l'échelle nationale, c'est la question de la formation professionnelle, et je pense qu'on sera peut-être plusieurs à en parler, parce que c'est quelque chose que je trouve absolument déplorable. La formation professionnelle, c'est le cœur de ce qu'on peut mener comme politique pour permettre aux gens à la fois d'occuper un emploi, celui qu'ils souhaitent, et de leur permettre de se former tout au long de la vie en fonction de leurs besoins, de leurs envies, de compléter des formations qu'ils n'ont pas forcément eues quand ils étaient plus jeunes. Et je trouve que la politique de formation professionnelle de Laurent Wauquiez résume assez bien, à la fois sur le fond et sur la forme, la façon dont il a géré cette région. Alors sur le fond, il y a une forme comment dire, d'échec total sur ce sujet qui était assumé, puisque sur les 800 millions d'économies que revendique le président Laurent Wauquiez, il y en a 140 millions qui sont faits sur la formation professionnelle. En 2019, la ministre du Travail déplorait qu'il y avait 60% des formations de la région qui avaient été déjà supprimées, et 2019, donc je n'ai pas les chiffres actualisés. Et donc sur le fond, on voit bien là que Laurent Wauquiez a choisi de faire une politique qui était très claire, c'était de faire des économies de fonctionnement au détriment des personnes qui ont besoin de formation pour trouver un emploi. Et ça, c'est sur la partie du fond. Sur la forme, il y a quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire que là, Laurent Wauquiez a trouvé un moyen de s'opposer politiquement de manière un peu radicale et complètement politicienne à la politique gouvernementale. Quand le gouvernement a proposé de signer ce qu'on appelle le plan d'investissement dans les compétences, le PIC, que toutes les régions ont signé à l'exception de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il a refusé pour mettre en scène une opposition de principe au gouvernement. Et cela étant, il a créé une opposition absolument inutile sur le plan comment dire, des faits et de l'utilité aux citoyens. Par contre, ça lui a permis de mettre en scène une opposition au gouvernement. Et donc, il a refusé tous les moyens que l'État lui a consacrés sur ce sujet, sachant que l'État a mis 15 milliards d'euros pendant ce mandat sur la formation professionnelle. Donc, il y a à la fois le fond
la destruction de la formation professionnelle dans cette région. Il faudra absolument y revenir dès le début du mandat, mais il y a aussi la forme, la façon dont il l'a fait. J'ajoute à cela que moi, j'ai eu la chance de débattre avec une conseillère régionale sortante que peut-être Émilie connaît, qui s'appelle Isabelle Masbeuf, qui est la présidente de la commission santé, qui hier m'a expliqué gentiment que le budget avait baissé parce qu'ils avaient perdu la compétence de l'apprentissage, mais qui, dans la même réplique, s'est vanté des bons résultats en termes d'apprentissage de Laurent Wauquiez sur le mandat. Donc j'ai eu la gentillesse de lui rappeler que là aussi, la politique politicienne, ça suffisait 2 minutes. Les bons résultats en termes d'apprentissage sur le mandat, ils ne sont pas dus à la politique de Laurent Wauquiez qui n'avait plus cette compétence, mais bien à la politique gouvernementale. Donc si je dois retenir quelque chose, c'est à la fois sur le fond quelque chose de désastreux pour les jeunes et même les moins jeunes dans cette région. Sur la forme, une opposition politique stérile complètement contre-productive. Et la cerise sur le gâteau, c'est la capacité à revendiquer dans son bilan quelque chose qui n'est pas dû à Laurent Wauquiez, ce qui est quand même une de ses spécialités principales, notamment en temps de crise. Merci pour ton partage. Thomas, à ton tour de nous partager ce que tu voudrais nous dire. Oui, merci. C'est vrai que comme Émilie Marche, j'aurais pu critiquer la gestion clientéliste de Laurent Wauquiez parce que c'est vrai que ça a été désastreux et je pense qu'il y a quand même un enjeu de pouvoir remettre du cadre tout en continuant de soutenir des associations. C'est vrai que les associations aussi ont été sacrifiées, certaines en tout cas, dans cette gestion clientéliste de Laurent Wauquiez. Je pense qu'il faut continuer de soutenir les associations et notamment les associations de jeunesse. Donc, je pense que c'était un point en effet important. Et je voulais, moi, rebondir sur la question de la formation professionnelle. C'est vrai que ça a été évoqué déjà à plusieurs reprises, tellement c'est aberrant. Tout à l'heure, Grégoire Verrière disait que la formation professionnelle avait été abandonnée. Moi, je ne suis pas totalement d'accord parce que pour moi, la formation professionnelle, elle a été sacrifiée. Elle a été sacrifiée justement sur l'autel des économies budgétaires, en quelque sorte. On voit bien, et c'est vrai qu'Ambroise Méjean évoquait certains chiffres, sur 300 millions d'économies au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, plus de la moitié, les chiffres que j'avais n'étaient pas de 140, étaient de 173 millions d'euros. Bon, ça reste relativement proche. Peut-être actualisé. Peut-être actualisé. En tout cas, plus de la moitié ont été faits sur le dos de la formation professionnelle. Au total, c'est quand même 140 000 chômeurs à qui on a refusé la possibilité d'avoir une formation professionnelle. C'est quand même énorme quand on le ramène au nombre de places aujourd'hui de formation professionnelle, qui est de 96 000. 96 000 places en formation professionnelle. C'est quand même absolument aberrant, d'autant plus que, comme l'évoquait également Ambroise Méjean, il y a eu une baisse de 60% du nombre d'entrées. Donc là, on a les mêmes chiffres, peut-être pas actualisés de 2019. Mais en tout cas, ce que ça veut dire derrière, c'est que ces économies se font sur le dos des plus faibles, se font sur le dos des jeunes qui vont chercher un emploi et réussir à essayer de s'insérer dans le monde économique, et vont se faire sur le dos des chômeurs. Et ça, moi, je trouve ça profondément scandaleux. Derrière ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand des personnes vont avoir de plus en plus de difficultés à trouver un emploi, eh ben, ça va être plus difficile de s'émanciper, ça va être plus difficile aussi de se loger. Il y a des conséquences derrière qui sont énormes. Et c'est pour ça qu'au-delà de critiquer ce plan social déguisé qu'a mis en place la région jusqu'à maintenant, nous, notre volonté aussi, c'est de proposer une alternative justement sur cette question de la formation professionnelle. Et c'est pour ça qu'on souhaite proposer, en tout cas, on retrouve dans notre programme la création de 500 000 nouvelles places en formation professionnelle. 500 000 nouvelles places, comment et pourquoi? Comment sur l'ensemble du territoire, puisque finalement, il y a des besoins et des enjeux sur l'ensemble du territoire, des attentes aussi sur l'ensemble du territoire. Ces nouvelles places de formation professionnelle, elles doivent être ouvertes sur l'ensemble des sujets et peut-être tout de même prioriser sur des sujets à enjeu, des sujets sur lesquels il y a des besoins particuliers, puisqu'on constate quand même sur notre territoire certaines entreprises qui peuvent rechercher des salariés, en tout cas, qui ont des difficultés de recrutement, et de l'autre côté, un chômage important. L'enjeu n'est pas de dire à toutes les personnes qui recherchent un emploi, allez sur ces filières-là, mais en tout cas, est de leur permettre de se former sur ces filières-là. Je pense que l'enjeu, il est là. Et pour pouvoir faire ça, en lien avec les maisons d'orientation, il y a la nécessité de faire connaître aussi les filières d'avenir, les filières qui recrutent. Donc, à la fois sur ces besoins de formation, avec une vraie volonté de mettre en place un service public de la formation professionnelle, et puis, au-delà des métiers en tension, il y a quand même aussi un enjeu de former à la fois aux métiers de demain, parce qu'on est conscient qu'il y a quand même un certain nombre de métiers qui vont disparaître du fait de
l'émergence de nouvelles pratiques. Et puis, avec les enjeux environnementaux, de développement durable, la nécessité aussi sur notre région de se développer des filières de soutien et donc de pouvoir mettre en place aussi des filières de formation professionnelle en ce sens-là. Donc finalement, par rapport à un constat de Laurent Wauquiez qui est un sacrifice de la formation professionnelle, nous, l'alternative qu'on propose, c'est de renforcer et d'accompagner la formation professionnelle des plus jeunes et tout au long de la vie également. D'accord. Et pour finir, du coup, Grégoire Verrière. Merci, Élie. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur Laurent Wauquiez. En tout cas, la première chose que l'on peut affirmer, c'est qu'il ne s'est pas comporté comme le président de la 2e région de France, mais plutôt comme un chef de clan. Un chef de clan qui n'a servi que les siens. Laurent Wauquiez, c'est un espèce de carnet de chèques ambulant qui se balade à travers toute la région et qui donne de l'argent sans aucune condition, sans aucune contrepartie, parce que derrière, il n'y a pas forcément une vision politique, en tout cas, qui va dans le sens de la transition écologique et sociale, et qui distribue comme ça de l'argent. On parlait évidemment de l'argent donné à certaines collectivités et pas d'autres, et de cette fameuse enquête de Mediapart, qui a finalement mis des chiffres et des mots sur ce que tout le monde savait. Mais pour vous donner un exemple quand même, c'est que même à Courgoul, qui est une commune de 70 habitants dans laquelle je vis, dans le Puy-de-Dôme, on est victime de ce clientélisme-là. Il y a un dispositif à la région qui s'appelle le bonus ruralité, et donc du coup dans ma commune on a fait un dossier pour refaire l'isolation et le plafond d'une salle communale, 6 000 €. Donc autant dire 6 000 € pour la région, c'est quand même anecdotique. Et à 5 km de chez moi, une autre commune dont le maire soutien de Laurent Wauquiez a déposé un dossier pour lui 100 000 €. Et on l'a déposé à peu près en même temps. Lui, il a reçu le coup de fil de Laurent Wauquiez avec un dossier qui est passé très rapidement lors de la commission permanente suivante. C'était voté, c'était signé. Nous, aujourd'hui, forcément, c'est passé puisque la dernière commission permanente a eu lieu, je crois. Mais en tout cas, on a eu 3 mois de décalage avec le dossier déposé par le maire qui soutenait Laurent Wauquiez. Et on est toujours en attente de la notification. Enfin bref, un exemple parmi tant d'autres de la politique clientéliste est insupportable menée par Laurent Wauquiez. Par ailleurs, moi, je suis retombé sur des vidéos de lui qui m'a rappelé à quel point il était réactionnaire sur la manif pour tous. Il était en débat avec un élu socialiste dans lequel il disait que le mariage pour tous ne faisait pas partie de ses valeurs. Et il le disait avec un mépris sans commune mesure. Mépris qui d'ailleurs a été également sur les personnes fragiles, celles qui recherchent des emplois, qu'il a allègrement traité d'assistés durant tout le long de son mandat. C'est aussi de l'argent en moins pour le planning familial. Enfin bref, Laurent Wauquiez, c'est le conservatisme, c'est un président réactionnaire et qui nous amuse en ce moment sur le sujet de la sécurité. Enfin, c'est vraiment un sketch. Sécurité qui, je le rappelle, n'est pas de la compétence de la région. Alors, non pas que ce ne soit pas un sujet, mais qui peut croire sérieusement qu'en mettant des caméras de surveillance partout et en mettant des grillages et des portiques devant les lycées, on résout la question de la montée de la violence dans notre société, quand bien même cette violence-là est plus importante qu'il y a quelques années. Je suis pas certain qu'il y ait une augmentation vertigineuse de la délinquance dans notre pays par rapport aux années précédentes. Mais en tout cas, il nous amuse avec cette question-là, il joue des peurs, nous amuse. Et par ailleurs, quand lui décide de traiter les conséquences, d'autres comme nous essayons de traiter les causes. Puisque si violence il y a, le terreau de la violence, c'est d'abord les inégalités. Et je crois que sur la région, on parle de sécurité, si on parle de sécurité alimentaire, si on parle de sécurité de l'emploi, si on parle de sécurité de logement, là, on parle de sécurité en parlant des compétences de la région et en parlant et en changeant la vie des gens. Créer 100 000 emplois avec la transition écologique dans notre région, c'est possible. On a beaucoup parlé de la formation professionnelle, je ne vais pas y revenir, mais c'est un enjeu crucial. La question de la sécurité alimentaire avec le bouleversement climatique,
la transformation de nos territoires qui va se produire pas dans 50 ans, mais dans 10, 15, 20 ans. Il va falloir transformer notre modèle de production, revenir à une logique de souveraineté alimentaire, rapprocher les bassins de consommation des lieux de transformation, des lieux de production. Et ça, c'est valable pour l'agriculture, mais c'est valable d'une manière générale pour l'aménagement du territoire et l'économie. Rapprocher son emploi de son logement et des services publics. Émilie en a parlé, mais c'est vrai que c'est fondamental. Un certain nombre de territoires, que ce soit des quartiers populaires ou des territoires ruraux, on n'a plus de services publics. Et tant qu'on ne fait pas, que chacun et chacune ne fait pas la même expérience de la République, et tant qu'on vit dans une société inégalitaire, il n'y a pas de société sûre. C'est un fait, et ce n'est pas simplement moi qui le dis, c'est que c'est comme ça que la société fonctionne. Merci beaucoup. Merci pour ce bilan critique et ces différents points de vue de l'intérieur, mais aussi d'autres endroits. Je vais vous inviter à être un petit peu plus court et un petit peu plus concis pour la suite des questions, même parce que le format Zoom peut être difficile à suivre quand les réponses sont trop longues. Maintenant, je voudrais vous amener à parler justement des questions jeunesse de façon plus précise et notamment de comment construire un dialogue avec les jeunes qui aujourd'hui sont souvent écartés des politiques publiques. C'est assez rare qu'on ait des temps de débat où la moyenne d'âge est aussi jeune. Et pourtant, les jeunes restent très engagés. Ils sont à 38% des 18-30 ans engagés dans une association. Et donc, comment est-ce que, de votre point de vue, on pourrait faire que les jeunes se sentent concernés par cette politique traditionnelle, par les institutions, et soient amenés à voter, à s'engager et à débattre de tous ces aspects institutionnels. Donc, on pourrait commencer, Ambroise, par exprimer ton point de vue sur ces questions-là. Merci Hugo, je vais essayer de faire court. Je pense que la réponse essentielle dans le cadre d'une élection, c'est évidemment d'abord de mettre des jeunes en responsabilité pour qu'il y ait des représentants des jeunes au sein des instances élues. Si les jeunes se désintéressent de la politique, et ils sont nombreux à le faire, c'est à la fois, je pense, parce qu'il n'y a pas de représentants de ce qu'ils sont comme interlocuteurs, et ils n'ont pas d'interlocuteurs pour faire passer leurs idées. C'est aussi parce que des fois, la politique parle de sujets qui ne les concernent pas et ne les côtoie pas, et donc ne leur permet pas de s'exprimer non plus. Donc concrètement, dans la majorité et plus particulièrement dans cette liste, ce qu'on a fait en 2017, c'est-à-dire renouveler l'Assemblée nationale en y mettant des visages plus jeunes. Il n'y a jamais eu autant de moins de 30 ans dans cette assemblée qu'en 2017. On a vocation à le faire dans cette élection régionale. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de jeunes en place éligible. On est 3 jeunes de moins de 30 ans à être dans les têtes de liste. On a la moyenne d'âge la plus basse de toutes les listes qui sont engagées sur cette élection régionale, tout candidat confondu. Et donc, on le fait dans les actes et puis on le fait aussi dans les faits, puisque avoir une politique qui parle aux jeunes, c'est aussi leur parler directement en utilisant les canaux qui sont les leurs. Et là, je ne reviendrai pas plus en détail, mais le président de la République a eu l'occasion de le faire ces derniers mois, à la fois sur des interviews sérieuses, d'autres un peu plus décalées. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça fonctionne dans l'opinion. Et donc, ça montre bien que ce sont les canaux de communication, au-delà des représentants, qui sont essentiels. Il faut à la fois avoir des jeunes dans des postes de direction et de responsabilité, c'est-à-dire des élus, y compris à la région, et aussi avoir des façons de communiquer avec les jeunes qui sont des façons qui touchent notre génération et pas des façons classiques qui l'effleurent de beaucoup trop loin. Merci. Grégoire, de ton point de vue, qu'est-ce qui pourrait être fait? Bon, déjà, la jeunesse, elle est présente aussi dans notre liste, hein, pas seulement sur la liste de La République En Marche. Heureusement, et c'est une bonne nouvelle, bon, j'ai 27 ans, je suis tête de liste. On a également la tête de liste du Cantal qui est toute jeune. Et c'est vrai que c'est enthousiasmant de voir des jeunes de moins de 30 ans avoir occupé des responsabilités et occuper des places importantes dans cette élection. Donc ça, c'est une première chose. Évidemment, la question est de savoir comment on permet aux jeunes dans notre région d'avoir une prise sur l'élaboration des politiques publiques. Moi, je ne suis pas sûr. Il y en a beaucoup qui disent que les jeunes ne s'engagent plus. Moi, je
ce n'est pas vrai. Je ne pense pas que les jeunes ne s'engagent plus. On le voit dans le milieu associatif. Il n'y a pas très longtemps, je rencontrais des syndicats et des associations étudiantes, et notamment pendant le confinement, cet élan d'engagement qu'énormément de jeunes ont eu pour tenir notamment les distributions alimentaires, ça réchauffait un peu les cœurs, et ça faisait du bien de voir que, quand bien même certains pensent que les jeunes sont des feignasses, non, beaucoup s'engagent. Alors, de manière totalement différente. Et c'est vrai que quand on fait de la politique ou qu'on est syndicaliste, oui, dans nos organisations, il y a peut-être beaucoup moins de jeunes qu'il n'y en avait auparavant, mais c'est à nous aussi de se poser les bonnes questions. Mais en tout cas, cet engagement, il existe, il doit être valorisé. Et quand on fait de la politique, il me semble important pour les jeunes, mais aussi pour l'ensemble des citoyens, hein, de faire en sorte qu'ils aient des espaces de co-construction de l'action publique avec les élus. Bien évidemment, quand on est élu, on a un cap, on a été élu sur un projet, sur un programme, mais en tout cas, je pense que sur une politique publique donnée, sur un sujet donné, on peut tout à fait travailler à l'élaboration d'une boussole commune, de tous ces critères qui vont permettre d'évaluer la politique publique avec l'ensemble des corps intermédiaires, des associations et des citoyens qui sont en lien avec la politique que nous menons. Donc oui au dialogue avec les corps intermédiaires, oui dans certains cas au tirage au sort de jeunes ou de citoyens pour permettre de travailler avec les élus. Mais en tout cas, on redonnera, je pense, confiance en la politique si on sort de cette posture de l'élu omniscient, de l'élu sachant, parce que ça, c'est une farce, bien évidemment. L'élu ne sait pas tout, ne connaît pas tout. Il faut qu'il le reconnaisse et qu'il ait la modestie aussi de dire parfois « je ne sais pas », et quand il ne sait pas, de travailler avec l'ensemble de la société civile engagée. Par exemple, j'ai beaucoup parlé des transports tout à l'heure. Qui mieux que les usagers des transports pour parler des transports et de ce qui pourrait être fait pour améliorer une ligne. Donc voilà, la co-construction de l'action publique, je pense que c'est une bonne manière aussi de reconnecter les jeunes à la politique. En tout cas, moi, je ne pense pas que le service national universel soit un projet ambitieux pour la jeunesse, parce que je le disais tout à l'heure, mais ce que veulent les jeunes en Auvergne-Rhône-Alpes, mais comme partout en France, c'est faire toutes et tous la même expérience de la République dans un premier temps, et puis par ailleurs avoir le temps de continuer de s'engager dans le secteur associatif, parce que pour beaucoup, ils travaillent, pour beaucoup, ils mènent de front études et jobs précaires, et c'est très compliqué, alors qu'ils le souhaitent, de s'engager. Donc, c'est peut-être à ça qu'il faut travailler avant de revenir à des services, un service national universel qui, je crois, n'a pas énormément d'intérêt. Voilà, merci. Merci. Peut-être Thomas maintenant. Oui, merci. C'est vrai que sur la question que vous posez, comment rétablir le dialogue avec les jeunes, je pense que la réponse ne doit pas être que rajeunir les listes, avoir des jeunes élus et communiquer via les réseaux sociaux. Je pense que ça doit peut-être être l'une des réponses, mais ça ne doit pas être que ça. Et finalement, dans la vision qu'on a du dialogue avec les jeunes, c'est aussi de les faire participer justement aux politiques publiques. Et les faire participer à l'élaboration des politiques publiques, ce n'est pas les faire participer qu'aux politiques publiques jeunesse, c'est les faire participer à l'ensemble des politiques publiques. Et donc, dans cette logique-là, nous, ce qu'on propose dans notre programme, c'est de mettre en place des assises pour la jeunesse qui pourraient avoir lieu dans les territoires et qui auraient pour vocation d'associer les jeunes le souhaitant, les associations de jeunes du territoire, pour que dans l'ensemble des territoires, les jeunes puissent être consultés sur les projets qui pourraient être menés et au-delà des projets qui pourraient être menés sur chacune des politiques publiques pour que cette construction de l'action sur leur territoire puisse se faire avec les jeunes et en partie aussi pour les jeunes. Donc là-dessus, ce que ça induit, c'est à la fois de pouvoir associer le plus grand nombre de jeunes, éventuellement aussi via de la démocratie participative, et puis ça induit également
de s'inscrire dans le temps. Cette logique d'assise de la jeunesse ne peut pas être qu'une logique d'assise à un instant T, mais doit aussi être poursuivie dans le temps pour que assez régulièrement les jeunes puissent être associés et puis assez régulièrement aussi les jeunes puissent suivre la mise en place des propositions qui auront pu être faites. Donc je pense que ce dialogue-là doit vraiment s'inscrire sur des actions concrètes, des instances aussi dans lesquelles les jeunes pourraient être présents. Avec un enjeu, pardon, je l'oubliais, mais d'une représentativité aussi de la jeunesse. Il ne faut pas que ce soit des jeunes issus d'un seul milieu économique, il ne faut pas que ce soit des jeunes issus uniquement de la ville-centre, mais une nécessité d'avoir une représentativité au sein même des territoires. Et puis, au-delà de ça, il y a la nécessité, dès le plus jeune âge, notamment dans les lycées, puisque ça fait partie des compétences de la région, mais de pouvoir encourager la participation des associations étudiantes à la vie des établissements scolaires. C'est déjà en partie le cas. C'est quelque chose, je pense, qu'il faut pouvoir renforcer, notamment dans l'établissement éventuellement des programmes scolaires et en lien avec l'éducation nationale, bien sûr, mais en lien aussi avec chacun des établissements. Et puis, il y a également un enjeu d'encourager la participation des étudiants, des jeunes, des lycéens, dans chacune de ces associations. Voilà les deux éléments de programme qu'on veut proposer pour rétablir et renforcer le dialogue avec les jeunes. Ok, merci. Et pour conclure, Émilie? Oui, alors déjà, comment remettre le dialogue avec les lycéens? Si on pouvait arrêter de les violencer dès qu'ils essayent d'agir, ça serait déjà pas mal, hein. Je suis désolée, mais moi, durant mon mandat, que ce soit au moment de la réforme sur l'université, je n'ai pas trouvé ça normal d'être interpellée tous les matins à 5h30 du matin par des étudiants qui avaient peur parce que les CRS venaient. Je ne trouve pas ça normal aussi que quand il y a des lycéens, ils ont le droit d'être pas contents, qu'ils bloquent les lycées, qu'ils soient à coups de lacrymo à hauteur d'yeux à 10 cm. Pour l'avoir vu il y a 15 jours. Donc aussi, comment rompre le dialogue avec la jeunesse, ce n'est pas de les réprimer en leur mettant des flics, alors que voilà, ils demandaient juste quand même, je rappelle pour les lycéens, d'être traités tous à même égal par rapport à l'année dure qu'ils avaient passée, parce que certains lycées ont pu avoir du présentiel et pas d'autres. Cela dit, ça, excuse-moi, j'avais besoin de le dire et que ça sorte. Après, comment on engage la jeunesse? Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Thomas. Ce n'est pas forcément que de cantonner sur des sujets de jeunesse, mais c'est aussi de les rendre acteurs et de voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, les lycéens ont le pass région, où dedans, il y a des choses qui sont extrêmement bien, hein, par exemple, le pass contraception. Voilà. Donc, dans le ça a été un combat pour le mettre sous la mandature de Jean-Jacques Kéran, avec un accord sur l'ensemble des groupes de gauche. Ça a été un combat de l'ensemble des groupes de gauche pour le maintenir. Et en fait, il existe, il est là. C'est plutôt pas mal fait, mais personne n'est au courant chez les lycéens qu'il y a un pass contraception au niveau du pass région. Donc, il y a aussi comment on fait connaître ce qui est fait. Comment aussi on rend les jeunes, notamment je pense d'abord aux lycéens, après je viendrai sur les étudiants parce que c'est deux questions différentes, comment on les rend acteurs, c'est-à-dire que ce pass région, il est fait pour les lycéens, mais à aucun moment ils ont été consultés en amont pour savoir ce qu'ils avaient vraiment envie ou ce qu'ils avaient vraiment besoin. Donc je pense qu'il faut partir par ça. Il y a la maison des lycéens aussi, on peut aider les lycéens à construire des projets, mais aussi ils ont besoin de formation, parce que quand on veut faire des choses et on veut s'engager, c'est évident de demander une autorisation sur une place publique pour faire un événement ou pour faire tout ça, ou pour avoir des conseils juridiques. Donc, il y a tout aussi cette aide qui a besoin d'accompagnement qui s'appelle de l'ingénierie, qui sont des dépenses de fonctionnement. Donc, pour Laurent Wauquiez, une dépense de fonctionnement, c'est un gros mot, c'est un mot à bannir. On l'a su pendant tout le mandat. Et aussi sur la jeunesse, comment reprendre le dialogue avec la jeunesse. On a une jeunesse qui est quand même précarisée, on a quand même une jeunesse. Bon, moi, j'ai 35 ans, je n'ai pas moins de 30 ans, j'aimerais pas avoir 20 ans aujourd'hui, avoir 16 ou 18 ans avec la crise sanitaire qui s'est passée. Je pense aussi qu'il y a des besoins urgents, mais à voir avec eux. Sur la santé, on a plus de la moitié des étudiants ou des jeunes qui n'ont pas de mutuelle. Donc, comment on fait pour qu'ils aillent se soigner? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette des centres de santé pluridisciplinaires dans les universités pour qu'ils aient accès aux soins, et aussi dans les endroits universitaires, parce que on a des étudiants dans toutes les villes moyennes de la région sans avoir des campus universitaires, mais
de quoi ils ont besoin. D'un dentiste, d'un psy, et c'est en voyant avec eux et en construisant avec eux, parce qu'après aussi, ils voient que l'élu construit, les écoute et c'est fait. Et ça permet aussi, au-delà de la jeunesse, de redonner espoir et de redonner envie, hein, parce que juste aux dernières régionales, vous le rappelez dans un texte, 64% des 18-34 ans ne sont pas allés voter. C'est la tranche d'âge qui vote le moins. Donc aussi, comment on réintéresse, moi je pense, c'est en faisant rentrer aussi les gens dans les projets qu'on a et en les faisant décider, et après que ça aboutisse. Et au niveau des étudiants, c'est simple de pouvoir étudier dans des conditions dignes. Donc ça passe par la rénovation de logements, ça passe aussi par, ou sinon, des conventions avec des bailleurs sociaux, parce qu'on n'a pas besoin de construire des logements crous de partout. Ça passe aussi au niveau des apprentis sur des rénovations de foyers jeunes travailleurs. Ça passe aussi sur des aides à la mobilité, ça passe aussi sur des aides sur le logement, sur une politique adaptée au logement aux étudiants, parce qu'un étudiant, il est beaucoup plus mobile que quand on l'est plus, que ça soit parce que on a son lieu de vie où habitent ses parents, on a son lieu d'études, son stage, il peut être à un autre endroit. Donc, comment on crée des dispositifs de sous-colocation, voilà, pour qu'un jeune puisse louer 3 mois sans avoir besoin de créer le bail ou tout ça, c'est possible avec des associations. Comment aussi au niveau de l'alimentation, merci à la jeunesse de s'être mobilisée. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Grégoire et ce qu'a dit Thomas. La jeunesse, elle se mobilise. On a bien vu le nombre de banques alimentaires qui ont été faites par rapport aux jeunes et la solidarité qu'il y a eu, ou moi, pour en avoir fait certaines, honnêtement, je vous dis, ça fait froid dans le dos dans un pays qui est la 6e puissance du monde, et dans la 2e région économique de France, qu'un étudiant soit content et remercie quand on lui donne une bouteille d'huile pour qu'il puisse se faire à manger. Donc voilà, donc il y a et comment aider aussi c'est à réduire les dépenses, hein. Donc nous, on est pour la gratuité pour les moins de 26 ans et pour les étudiants tout au long de ces études, parce qu'on est étudiant, on peut être étudiant au-delà de 25 ans, hein. Pour avoir un master, il suffit de redoubler une année, ça peut arriver, hein. Donc, il y a voilà, il y a aussi faciliter la vie et le quotidien de notre jeunesse, mais la jeunesse dans sa diversité, voilà, parce qu'elle est diverse. Voilà, on n'est pas tous, je vais schématiser, dans une grande ville, à être à Sciences Po. Voilà. Et il y a aussi à améliorer les conditions de vie d'études, hein, que l'on soit en CFA, que l'on soit en lycée agricole, que l'on soit en lycée professionnel, que l'on soit en lycée général, que l'on soit en université, que l'on soit en BTS ou en IUT. Et donc, voilà pour moi comment on peut redonner confiance et espoir en cette jeunesse voilà, qui est belle et diverse, hein. Merci tout le monde du coup pour votre avis sur la question. Maintenant, on va s'attaquer à un deuxième temps qui est assez important du coup parce que c'est directement sur vos propositions par rapport aux jeunes, donc vos politiques de jeunesse qui vous seraient prioritaires si vous étiez élu. Donc, résumé, en gros, quelles seraient vos propositions prioritaires avec 2 minutes par liste. Donc, Grégoire, je te laisse commencer. Merci, Lily. Tout à l'heure, j'expliquais à quel point, quand on était étudiant ou jeune travailleur ou à la recherche d'un emploi, tout simplement, il était parfois très compliqué justement de pouvoir s'engager et de prendre part à la vie associative ou à la vie politique parce que vous travaillez à côté, parce que les études en tant que tel, c'est parfois compliqué et que ça nécessite du temps, parce que quand vous êtes dans la précarité, la seule question que vous posez, c'est ce que vous allez manger le soir même et pas forcément d'aller aider les uns et les autres dans une association. Et donc, du coup, la question de donner de l'autonomie à la jeunesse, elle est primordiale. Moi, je me suis engagé en politique avec une idée portée par un certain Benoît Hamon qui était le revenu universel d'existence. Alors, bien entendu, le revenu universel d'existence, ce n'est pas la région qui peut en mettre en place, en tout cas dans sa dimension universelle,
comme il avait été présenté durant la présidentielle. Et par ailleurs, je ne suis pas un fervent défenseur du fait que la région doive se substituer à l'État, mais il me semble quand même que quand il y a une urgence humanitaire, ce qui est le cas quand on parle de la jeunesse, au vu de ce qui s'est passé pendant la crise du coronavirus, on doit peut-être aller un peu au-delà de ses compétences. Et donc nous, la réflexion qu'on a eue et les constatations qu'on a fait, c'est qu'il y a un certain nombre de collectivités qui aujourd'hui ont des politiques volontaristes sur le soutien à la jeunesse, mais qui, parce que ce n'est pas de leurs compétences, font des choses intéressantes, mais qui sont parfois un peu de l'ordre du pansement sur la jambe de bois. Et donc nous, l'idée qu'on a, c'est de proposer un revenu d'autonomie pour des jeunes précaires entre 18 et 25 ans, et de travailler ce revenu d'autonomie en coopérant avec l'ensemble des collectivités qu'ils voudront, c'est-à-dire les EPCI, les départements, bien évidemment, constituer un réseau comme ça de collectivités engagées pour la jeunesse et permettre de renforcer le dispositif du revenu d'autonomie. Donc la région est capable, pour des territoires dans lesquels les collectivités n'auraient pas mis en place déjà de politique, nous, on sera capable de mettre 400 € sur la table pour des jeunes. Alors 400 €, bien évidemment, ce n'est pas Byzance, mais c'est toujours mieux que rien. On pense quand même qu'on peut donner un sacré coup de pouce à un certain nombre de jeunes. 400 € qui viendraient en complément d'un dispositif d'accompagnement. Alors pas seulement un accompagnement à la recherche d'un emploi, mais sur un parcours de recherche de logement, pour un parcours de réorientation, pour un parcours d'accès aux soins. Enfin bref, ce que le jeune a besoin en termes de soutien, la collectivité sera là pour l'aider dans son projet. Et par ailleurs, en travaillant à cette mise en réseau, on sera en capacité de proposer un revenu qui n'aura pas l'ambition d'être le revenu universel d'existence, mais qui permettra, on le pense, d'aider à la prise d'autonomie, d'aider à s'émanciper un peu plus facilement et mettre fin à cette espèce de tradition française qui consiste à dire que quand on est jeune, vous devez en baver. C'est quand même la petite musique qu'on entend depuis des années, notamment, bien évidemment, dans le camp de la droite. Et cette petite chansonnette qui fait du mal, on doit la faire cesser. D'accord, merci beaucoup. Ambroise, tu peux peut-être continuer le débat. Oui, sur ce sujet, j'ai plusieurs points à aborder. D'abord pour dire qu'effectivement, la région se doit effectivement principalement d'être sur ses compétences et de compléter les dispositifs qui sont mis en place par l'État pour la jeunesse, que je rappelle ici, puisque certains semblent les avoir oubliés, 9 milliards d'euros. C'est un investissement sans précédent et historique qui n'avait jamais été fait dans notre pays sur la jeunesse, et aucun pays en Europe n'a mis des dispositifs semblables en place. Cela étant dit, 3 points qui me paraissent importants. Le premier, c'est la question de l'émancipation et donc la capacité qu'on donne à chaque jeune de réaliser ses rêves. Et donc sur cette question de l'émancipation, on veut mettre en place ce qu'on appelle un pass émancipation. Vous savez que le gouvernement est très fan de pass, alors pourquoi pas la région. Ce pass émancipation, c'est un dispositif qui permet à chaque jeune, dès ses 18 ans, de bénéficier d'une aide financière, soit pour passer le permis de conduire, soit pour acquérir un vélo, soit pour avoir un abonnement TER, soit pour avoir un prêt à taux zéro garanti. Et donc, chaque jeune, à 18 ans, se verra offrir une somme d'argent avec la possibilité de l'employer de la manière qui lui convient le mieux en fonction de ses besoins à ce moment-là dans la vie. Et donc, c'est la possibilité pour chacun de faire des choix à ce moment-là, à ses 18 ans, pour s'engager dans la vie. La deuxième proposition, et elle a été abordée tout à l'heure, et je vais essayer de répondre aux éléments qui ont été donnés, c'est la question du service national universel dès 2023 pour tous les jeunes de cette région, 100 000 jeunes en gros par génération. Qu'est-ce que c'est le service national universel? Déjà, c'est 3 phases. Un séjour obligatoire de cohésion de 15 jours, une mission d'intérêt général obligatoire auprès d'une association, auprès d'une collectivité, et une mission d'engagement volontaire qui peut se faire auprès d'une entreprise ou auprès d'associations également. Et donc, l'objectif de ce dispositif, c'est à la fois de permettre à tous les jeunes de la région
de se croiser, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur ville d'origine, que des Ardéchois aient rencontré des Isérois ou que des personnes qui vivent dans une grande ville aillent rencontrer des personnes qui vivent dans des territoires ruraux. Cette possibilité-là, au-delà de ça, dans ce service national universel généralisé, on a aussi la volonté de permettre à ce moment-là, à des jeunes, de passer des étapes importantes de la vie, à la fois sur le fait de dépister les addictions et de les accompagner, sur le fait d'aider à passer le permis de conduire dans potentiellement la mission d'intérêt général, d'avoir de l'aide à l'orientation aussi, en permettant à chaque jeune de découvrir les métiers qui sont à sa disposition, en faisant venir des intervenants extérieurs ou en leur permettant d'entrer dans des entreprises pendant cette période-là, et évidemment de promouvoir l'engagement associatif, puisque l'idée, c'est aussi que des associations viennent nourrir le contenu de ce service national universel. Et donc, contrairement à l'idée qui est un peu répandue de quelque chose de 15 jours, d'un séjour militaire de 15 jours, la réalité du service national universel, c'est que c'est le moment où il y a une vraie mixité sociale, c'est le moment où les jeunes se rencontrent, c'est le moment où on leur donne des moyens pour réussir leur vie, avec aussi des gestes de base comme les premiers secours, qui sont appris à ce moment-là et qui aujourd'hui n'existent pas dans notre façon de voir les choses. Donc c'est quelque chose qu'on fera en lien avec l'État. Et enfin, la troisième proposition qui me tient à cœur, c'est la proposition sur les transports et les mobilités. On veut mettre en place, certains d'entre vous le connaissent sûrement, le TGV Max. On aimerait bien avoir une formule plus régionale qu'on appellerait le TER Max, qui serait utilisable à la fois dans les bus et dans les TER, avec la volonté aussi de créer d'ajouter dans cette formule les transports en commun des différentes métropoles en discutant avec ces entités-là pour que un jeune qui paye un abonnement mensuel de moins de 40 euros, on définira le tarif, ça sera plutôt aux alentours de 30 euros normalement, mais on a fixé une limite à 40 euros, puisse par mois utiliser tous les transports en commun de la région, que ce soit les TER, que ce soit les métros, que ce soit les trams, que ce soit les bus, selon le territoire où il est. Et donc, en résumé, un pass d'émancipation pour faire un choix à un moment crucial de sa vie, c'est-à-dire les 18 ans, un service national universel pour pouvoir faire de la cohésion sociale, de la mixité, pour rencontrer des associations, pour aider à passer son permis de conduire, et enfin, un pass entre guillemets mobilité avec ce TER Max qui permettrait à chaque jeune de pouvoir se déplacer plus facilement que ce n'est le cas aujourd'hui. On a tous payé des abonnements de transport en commun beaucoup trop chers et beaucoup trop nombreux pour savoir à quel point c'est difficile de se déplacer quand on est jeune. D'accord, eh ben, merci beaucoup. Émilie, à toi de porter tes propositions. Oui, alors nous, sur la mobilité, c'est la gratuité pour les TER pendant tout le temps du lieu d'études et aussi la gratuité dans les cantines scolaires des lycées. Pourquoi? Parce que pour bien étudier, faut avoir le ventre bien rempli parce que sinon, enfin voilà, on pense à son estomac, c'est basique pour le coup. Je pense qu'on est tous à la même enseigne. Et que quand on voit l'horaire d'un lycéen, ça commence à 8h du matin, ça finit à 18h, que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un lycée à proximité. Des fois, il faut faire 20 minutes de train ou un certain nombre d'heures en quart. Donc, les journées sont encore plus à rallonge. Donc, au moins d'avoir un bon repas et que s'il y a des parents qui ne peuvent pas payer la cantine, c'est parce qu'ils n'en ont pas les moyens, parce qu'ils ne veulent pas le payer à leurs gosses, bien évidemment. Juste au niveau des compétences purement de la région. La région a la compétence au niveau des formations sanitaires et sociales. On n'en a pas encore parlé, qui est pourtant quelque chose d'important. Donc, le nombre de formations a baissé, mais a augmenté suite à la crise Covid, comme beaucoup de choses, on a pu le voir. Donc, déjà, c'est des bourses régionales. Moi, premier truc, les bourses régionales sont en dessous des bourses nationales. Donc, moi, personnellement, je trouve déjà que les bourses nationales sont… Donc, on va dire augmenter les bourses régionales pour qu'elles soient au niveau national, parce que quand on est étudiant, on a les mêmes besoins et ce n'est pas parce que c'est une autre calibre qu'il faut que ça soit encore plus bas. Question aussi sur les services publics, sur l'orientation. Malheureusement, c'est devenu une compétence régionale. Je le regrette profondément. Bon, en attendant que ça revienne au national, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut un vrai service public de la formation et remettre de l'humain. Parce que non, quand on est lycéen, ou même on peut faire 1 ou 2 années d'études et puis trouver que s'être trompé dans les études
veut faire, ça arrive. Ce n'est pas en envoyant un bouquin, un catalogue ou en 3 lignes, il y a ce que fait l'établissement qu'on peut trouver sa formation quand on a 16, 17 ans, 18 ans et qu'on se pose des questions, c'est normal. Donc, il faut remettre de l'humain, faut remettre des conseillères d'orientation avec un nom suffisant. Voilà, pour remettre les CEO et indiquer aux lycéens où il y en a pour qu'ils puissent prendre le temps, de répondre par rapport à ce qu'ils ont envie et qu'ils connaissent l'ensemble des palettes, des métiers et des possibilités d'études qu'ils peuvent faire. Enfin, au niveau des étudiants, sur la question de la restauration et des cantines Crous, que chaque étudiante et étudiant ait la possibilité d'avoir un lieu de restauration à prix Crous. Ça n'existe pas à l'heure actuelle. Moi, je suis grenobloise. L'école d'architecture de Grenoble, qui est une école réputée, les étudiants n'ont pas un endroit pour pouvoir manger, n'ont pas de cafétéria. L'IFTS à Échirolles, juste à côté, donc c'est l'Institut de formation des travailleurs sociaux, eux ont une cantine privatisée où c'est 5 € le plat de pâtes avec sauce au choix. Bon, moi je trouve ça quand même carrément cher et en plus manger des pâtes tous les jours, enfin, je sais pas, ils pourraient faire un truc quand même beaucoup plus équilibré. Donc déjà on va enlever tous ces trucs de partenariat public-privé, voilà, en plus qui coûtent une blinde parce que je pense qu'on peut être tous être d'accord, ceux qui nous regardent et là autour, malgré nos différences politiques, 5 € un plat de pâtes, c'est quand même hors de prix et de l'arnaque. Sur la question aussi, évidemment, sur le bâtiment, on n'a pas parlé, mais dans les lycées, la rénovation des internats, ils sont dans des trucs quand même catastrophiques. Enfin, voilà, dans quelles conditions on fait dormir nos lycéens qui n'ont pas la possibilité, enfin, qui sont obligés d'être internes. Et je vais revenir aussi sur un enjeu parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est qu'en fait, à la prochaine mandature, un des premiers enjeux, ça sera de revoir parce qu'à la région, on aime bien faire des schémas. Le schéma CESRI, donc le schéma régional d'enseignement supérieur, recherche et d'innovation. Ne vous inquiétez pas, moi j'ai mis plusieurs mois à savoir dire le mot CESRI. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est pas très grave. Du coup, qui planifie les politiques régionales, parce que c'est marqué planifié en plus, sur un certain nombre d'années. Donc il y a tout ce qui est en niveau de politique, donc de la vie étudiante, bon, il n'y avait pas grand-chose. Parce que ça ne les intéresse pas, et aussi en matière d'enseignement supérieur recherche. Et là aussi, c'est à regarder, parce qu'ils ont enlevé tous les dispositifs qui existaient avant, qui avaient été pas mal côté Rhône-Alpes, côté Auvergne, c'était un autre dispositif, parce qu'au niveau de la recherche, voilà, entre Rhône-Alpes, entre Grenoble et Lyon, et ce qu'il y avait en Auvergne, ce n'était pas les mêmes dispositifs, parce que c'était pas la même ampleur en matière de recherche, sans être méchante avec l'Auvergne, qui a d'énormes programmes de recherche, mais plus sur un truc spécifique, qui avait un système d'arc où c'était les chercheurs qui regardaient pour évaluer, juger les thèses, parce que la région finance des thèses. Et donc ça a été volé en éclats, où maintenant c'est les COMUE, et il faut que ça soit lié au monde de l'entreprise dans 8 domaines d'excellence déterminés. Et donc on s'est retrouvé pendant le mandat à devoir financer des thèses Michelin, des thèses Veolia, des thèses Eiffage. Et donc, du coup, alors que, bon, elles sont censées être financées par le crédit impôt recherche. Et je finirai juste dans les politiques de jeunesse, évidemment, sur la santé. Nous avons vu le nombre d'étudiants et de jeunes qui n'allaient pas bien par rapport au confinement. Donc oui, dans les centres de santé, mettre des psys et d'aller au-delà de 3 psys d'une offre de 3 psys, de 3 séances de psy, parce que quand on ne va pas bien, ce n'est pas au bout de 3 séances que ça va mieux, c'est quand même quand on a un 5e, c'est un étudiant qui ne sait pas, qui se trouve en détresse mentale, ce n'est pas juste en 3 rendez-vous que cela va aller mieux. Voilà à peu près sur nos propositions sur la jeunesse. Merci beaucoup. Et du coup, pour terminer ce temps, Thomas. Grégoire, je crois. Grégoire, excuse-moi. Non, mais j'ai déjà parlé là. Ah, tout le monde a parlé moi, déjà. j'ai pas parlé. Ah. Ouais, donc... J'avais quelques problèmes de micro, excusez-moi. C'est pour ça. Je peux reparler s'il faut, mais je crois que c'est à Thomas, effectivement. Non, c'est vrai que la jeunesse étant une des priorités de notre campagne, il y a déjà pas mal de sujets sur lesquels j'ai pu
que j'ai pu évoquer et vous nous aviez demandé de retenir une proposition. Et donc, c'était le sujet de l'insertion et notamment la question du premier emploi pour lequel on propose une caution premier emploi. Pourquoi cette proposition? C'est parce que aujourd'hui, suite à la crise sanitaire qu'on a vécue, 18% des jeunes sont inactifs ou au chômage. Donc, il y a déjà cette situation qui est renforcée par rapport à une situation déjà précédente qu'on connaissait, qui était une difficulté d'insertion dans le secteur professionnel, là qui va être renforcée, qui l'est déjà du fait de la crise sanitaire. Et trouver ce premier emploi est un enjeu particulièrement important, à la fois pour permettre aux jeunes de s'émanciper, de trouver une liberté, et puis parce que aussi souvent, je ne sais pas si vous avez été confronté à ça, mais lorsqu'on cherche un travail, on nous demande déjà une précédente expérience professionnelle. Donc c'est vrai que c'est très sympa, c'est très bien. Mais par contre, cette première expérience professionnelle, il faut réussir à l'avoir et réussir à l'acquérir. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est de pouvoir accompagner les jeunes dans la possibilité de trouver ce premier emploi. Comment et en quoi consiste cette caution premier emploi? L'objectif, c'est de permettre à tous les jeunes de garantir un accès à l'emploi et donc de lutter contre les freins à l'emploi. Ces freins, quels sont-ils? La plupart du temps, c'est ce que j'évoquais sur nécessité déjà d'avoir une première expérience professionnelle et donc de pouvoir prendre en charge une première période d'essai éventuellement pour l'employeur pour lui garantir que suite à cette période d'essai, eh ben, il pourra justement avoir une expérience professionnelle. Mais aussi, il peut y avoir des freins des jeunes eux-mêmes avec des problèmes de mobilité, des problèmes de logement, ou parfois on peut leur demander pour trouver un emploi d'aller de l'autre côté de la région ou d'avoir un besoin d'un véhicule pour pouvoir se déplacer pour des entretiens d'embauche ou pour pouvoir réaliser leur mission quotidienne. Et donc l'objectif, c'est véritablement de pouvoir lutter contre tous les freins. Donc à la fois les questions de formation que j'évoquais, ces questions que j'évoque à l'instant de freins périphériques que peuvent être la mobilité et les risques pour l'entreprise. Pour pouvoir accompagner ce projet, notre souhait, c'est de pouvoir réorienter l'Agence de développement économique, qui a pour objectif de promouvoir notre territoire, pour accompagner justement les jeunes dans leur insertion aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que ce serait 200 millions d'euros qui seraient consacrés par an justement à l'insertion des jeunes dans l'emploi, puisque c'est particulièrement important, puisque c'est les jeunes d'aujourd'hui qui vont construire notre région de demain et qui vont permettre aussi la relance de notre économie. Comment est-ce que ça peut se mettre en œuvre? C'est aussi en partenariat avec l'ensemble des acteurs. Ça veut dire en partenariat avec les syndicats patronaux, MEDEF, CPME, etc. En partenariat avec les chambres consulaires, CCI, CMA, les acteurs locaux, les collectivités. Et puis, c'est pouvoir avoir un point d'entrée partout sur le territoire et à proximité de l'ensemble des jeunes. Donc voilà, l'une des propositions phares que l'on propose en faveur de la jeunesse, c'est justement cette caution premier emploi et accompagner les jeunes pour passer cette première marche et leur permettre de trouver plus rapidement possible et plus facilement possible un premier emploi. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces interventions qui étaient très riches et qui dit très riche dit longue également. Donc nous sommes sur un temps qui est un peu contraint parce qu'on se rapproche dangereusement de notre barrière horaire dès 20 h. Donc comme dans les cours sportifs, ben, il faudra quand même s'arrêter au bout d'un moment. Je vous propose du coup qu'on passe quelques-unes de nos questions qui nous tenaient à cœur, qu'on avait portées dans notre avis 8, sur lequel on pourra rediscuter avec plaisir pour se concentrer plus spécifiquement sur l'une des mesures que nous, au FLJ, nous appelons de nos voeux, qui est le dialogue structuré territorial, qui a été porté dans la loi Égalité et Citoyenneté en 2017 et qui consiste à dire qu'il faudrait organiser des temps d'échange entre les jeunes, les acteurs du territoire et des politiques jeunesse, et toute la chaîne des politiques jeunesse et l'exécutif régional. Dispositif qui n'a pas été mis en œuvre en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, nous sommes intéressés de savoir comment est-ce que vous percevez cette proposition de créer des temps d'échange pour construire, évaluer et rendre audibles des choix de politique publique, et comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette proposition en 2 minutes pour essayer de de dépasser le moins possible notre barrière horaire. Et du coup, je vous propose de commencer par
par Thomas. Merci. Non, c'est vraiment une proposition qui est importante, qui rejoint quand même ce qu'on proposait aussi des assises de la jeunesse, alors peut-être sous un autre nom, mais en tout cas pouvoir associer les jeunes aux politiques publiques menées par la région, je pense que c'est fondamental, et pas uniquement pour les écouter et pour leur donner un avis. C'est vrai que moi, j'ai particulièrement cette habitude aussi au Conseil économique et social, où ça ne représente pas que la jeunesse, mais on nous écoute, on dit bah, c'est bien. Merci de ton point de vue, c'était bien sympa. Non, je pense qu'au-delà de ça, il y a quand même un enjeu aussi à permettre aux jeunes d'avoir un suivi aussi de ces actions qui peuvent être mises en place pour qu'il y ait une capacité de décision. Et l'objectif, ce n'est pas uniquement d'avoir un dialogue ou pas uniquement une écoute, mais c'est aussi pouvoir permettre aux jeunes d'orienter certaines politiques régionales. Et donc, à la fois via ces temps d'écoute que vous proposez, mais je pense au-delà de ça, éventuellement via de la démocratie participative aussi qui pourrait être mise en place sur certaines politiques, et puis éventuellement aussi des budgets participatifs qui pourraient être développés, auxquels les jeunes pourraient être associés, mais au-delà de ça, d'autres générations également. Voilà cette double réponse, mais en tout cas, je trouve que ça rejoint beaucoup ce qu'on propose sur les assises de la jeunesse. Super, merci beaucoup. Émilie ? Oui, alors évidemment, pour après, la question est comment on fait pour que ça soit accessible à toutes et à tous, parce que moi, je vous dis, en fait, des politiques où, parce que évidemment, moi, je suis d'accord avec Thomas, hein, c'est rencontrer, écouter et faire après, hein, parce que si c'est juste pour rencontrer en disant oui, oui, c'est bien, puis on jette à la poubelle comme la Convention climat, enfin voilà, ça sert un peu à rien, et puis on voit, enfin voilà, il faut qu'après aussi que les considérations soient prises en compte. Mais à quelle échelle on le fait? Parce que moi, à l'échelle régionale, la région est tellement grande et diverse que c'est compliqué. Hein, on va pas, voilà, les habitants du Cantal, ils vont pas faire plusieurs fois 5 heures aller-retour à Lyon, 5 heures aller-retour. Donc, comment on le fait aussi à l'échelle d'un bassin de vie pour que tout le monde puisse le faire et aussi ait un minimum de temps de déplacement, parce que plus on allonge les distances, moins de personnes sont disponibles. Bon, puis en plus, c'est pas forcément ce qui est le plus bon pour la planète. Donc, comment on le fait? Comment aussi on forme? Parce qu'à la limite, comment réfléchir aussi pour que les idées soient concrétisées aussi par des délibérations? Mais ça aussi, comment ça permet d'apprendre de comment on fait, comment passe l'étape jusqu'à la délibération, comment ça se construit avec les services. Donc, il y a toute cette question aussi, mais évidemment, oui, si c'est si on entame une démarche, c'est pas juste pour écouter et dire oui, 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 c'est bien, puis après, on regarde pas, mais comment on l'applique, comment on le fait, comment on a les outils d'ingénierie. Et donc, en fait, aussi je pense qu'il faut aussi sur la diversité de la jeunesse, c'est-à-dire de l'apprenti au jeune travailleur, au lycéen, en passant par l'étudiant, en passant par le jeune travailleur, et aussi jusqu'où on situe la jeunesse. Moi, je suis assez iconoclaste, mais je la situe jusqu'à 30 ans, en fait. Voilà. Voilà. Parce que le premier CDI est à 29 ans, 30 ans à peu près, donc en moyenne. Donc moi, je situe l'accompagnement de la jeunesse jusqu'à cet âge-là qui ne correspond à pas grand-chose au niveau des tarifs avantages jeunesse ou de tout sur la loi. Mais moi, personnellement, je le citerai plutôt par rapport à ça. Ok, nous, on est aussi sur la même barrière d'âge, hein, on est aussi sur 30 ans là, dans le Forum français de la jeunesse. On estime que c'est des temps de changement qui arrivent après. Et on estime aussi, juste pour en parler un petit peu avant de donner plus longuement la parole, que pour passer au-delà des questions que vous mettez sur la table, c'est intéressant également de s'appuyer sur les orgas de jeunes qui sont portés par des jeunes et qui justement peuvent permettre de fluidifier ces échanges et faciliter des prises de parole et de responsabilité. Et donc, c'est sûrement un maillon très important dans la construction d'un dialogue structuré, sain et performant des politiques publiques. Et donc, je proposerai à Ambroise, à présent, de communiquer sa position sur cette proposition-là.
Je vais abonder dans le sens de ceux qui ont pris la parole juste avant, abonder aussi dans le sens de ce qui vient d'être dit. Je pense que si on veut impliquer les jeunes dans le débat public, il y a aussi la nécessité d'impliquer les organisations qui travaillent à représenter les jeunes. Et donc, dans le cadre du débat que vous faites aujourd'hui, mais aussi dans le cadre de vos activités de manière générale et dans le cadre des activités qu'ont tous les syndicats, les partis politiques de jeunesse, je pense que ça doit se construire, tout ça doit se construire autour à la fois peut-être d'une participation citoyenne qui puisse être, à l'image de celle qui a été, de la Convention, citoyenne pour le climat avec, une forme de représentativité des personnes qui sont, à l'intérieur de ces discussions, mais aussi la volonté d'inscrire dans le débat et dans la façon dont ça fonctionne, les organisations qui représentent, la jeunesse. Sur le sujet, nous, on réfléchit à la question, même si c'est pas arrêté, du conseil régional de la jeunesse, mais pas dans le sens où, pendant 6 ans, c'est les mêmes jeunes qui parlent qui parlent au nom des jeunes et comme dans beaucoup d'organisations ça se passe enfin dans beaucoup de collectivités ça se passe et au final ça apporte pas forcément grand chose. Plutôt sur un format tournant, plutôt aussi avec une forme, d'obligation, de traduire les délibérations de ce conseil et de cet organe dans des délibérations, du conseil régional pour pas que ça soit simplement une chambre d'écoute, mais que ça soit aussi une chambre de propositions concrètes où la région est obligée de se positionner dessus et si possible de reprendre les propositions. Donc l'idée c'est, de voir avec vous, de manière générale, vous, organismes de jeunesse, comment est-ce qu'on peut construire quelque chose, d'y inclure aussi évidemment différentes, tendances politiques. L'idée c'est pas de construire quelque chose qui soit à la main et à la botte du président de région comme on l'a un peu trop souvent vu ces dernières années, mais bien de construire un dialogue, entre tous les jeunes de la région, quelle que soit leur orientation politique et quel que soit leur intérêt d'ailleurs pour la chose publique. Ok. Et finalement, Grégoire? J'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais justement pour déterminer les indicateurs d'évaluation de politique publique, notamment sur les questions de la jeunesse, nous, ce qu'on voulait faire au début du mandat, quand on sera en responsabilité, c'est d'organiser les états généraux de la jeunesse et donc bien évidemment, dans ces états généraux, de faire participer activement l'ensemble des organisations de jeunesse de notre région, même l'UNI, avec qui, par exemple, on ne partage rien. C'est important d'avoir cette diversité d'acteurs autour de la table. Alors, bien évidemment, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est élu sur un projet et un cap. Donc, le but de la participation citoyenne, ce n'est pas non plus de dire amen à toutes les propositions qui sont faites, mais c'est de déterminer ensemble quels sont les critères qui nous permettent derrière d'évaluer, en fonction du cap qu'on s'est fixé lors de l'élection, les politiques publiques. Ce qui me semble déterminant, c'est de faire confiance aux jeunes qui souvent sont relayés à des gens qui ne savent pas ou qui n'ont pas l'expérience ou qui sont trop jeunes pour savoir. Je crois qu'il y a une conscience politique, en tout cas une conscience d'être citoyen qui est très forte dans ce pays. Pendant toutes les mobilisations pour le climat, moi j'ai été très frappé de voir que des lycéens ou des jeunes de 18-19 ans étaient surpris de voir à quel point ils étaient structurés, c'est-à-dire qu'ils savaient pourquoi ils étaient là, qui, pour beaucoup, montraient du doigt aussi toutes les limites de notre société productiviste, capitaliste, etc. Et moi, ça m'impressionnait parce qu'à 18 ans, par exemple, j'étais loin de me faire toutes ces réflexions. Donc, voilà, il me semble que c'est super important de profiter de cette richesse et donc, du coup, de faire des jeunes acteurs de la construction des politiques publiques, d'autant que, et c'est un exemple que je donne souvent, quand on est en cours et qu'un prof nous donne un polycopié qui lit pendant 2 heures pour nous apprendre le cours, généralement, on repart de ce cours-là, on n'a rien retenu et on s'est terriblement embêté, alors que quand on est acteur du cours, quand le professeur nous fait participer activement, bien souvent, on sort de la salle de classe ou de l'amphithéâtre déjà enthousiaste, et avec l'ensemble des éléments en tête, et bien souvent le soir, on a simplement à relire nos notes pour avoir l'intégralité du message et des connaissances du cours bien ancrées dans notre esprit. C'est un petit peu la même chose avec la politique. Il me semble qu'en faisant participer activement et pas seulement être, mais bon, ça l'a été dit par un certain nombre d'entre vous, pas seulement dans la consultation ou dans l'émission d'un avis, mais bien dans la participation, dans la construction d'une politique publique. On arrive comme ça
reconnecter politique, jeunesse, et peut-être à être plus transparent aussi sur la manière dont fonctionnent nos collectivités. Souvent, ce qui revient beaucoup quand on milite en ce moment sur les marchés, etc., c'est que les gens ne savent pas vraiment ce que fait la région, mais comme les gens ne savent pas vraiment ce que fait un département, et quoi de mieux que de co-construire les politiques publiques pour justement montrer en quoi l'élu il est utile et montrer en quoi nos collectivités elles sont utiles. Eh bien, merci Grégoire du coup pour ta réponse. Sur ce, eh ben, nous avons fini ce débat. Merci tout le monde d'avoir répondu à l'appel, d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à l'appel du FFJ, d'avoir pris un temps à toutes les listes pour débattre à propos de la jeunesse. Donc notre génération qui va connaître des changements clés, hein, que ce soit climatique, social, économique ou même encore sanitaire. Pour les personnes qui ont suivi le webinaire en live sur Facebook, sachez qu'il sera retransmis sur YouTube, qu'il sera reposté. Et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup à vous. Merci, bonne soirée. Bonne campagne à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.